Bonjour à tous, bienvenue dans cette première saison de podcast de l'ICAM, où philosophes, sociologues, psy s'invitent en école d'ingénieur. Vous écoutez le 4e épisode de la saison 1 sur le thème de la génération Z et de la rébellion aux beaux apprentissages. Cette conférence a été menée par la psychopédagogue, enseignante et essayiste Brigitte Pro. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, alors qu'est-ce que c'est que le désir d'apprendre ? D'abord, le désir d'apprendre, c'est le propre de l'humain. Sans apprendre, un humain ne peut pas prendre sa place au monde, en fait. Un poulain, lorsqu'il naît, au bout de 20 minutes, il se trouve sur 4 pattes. Il n'a pas besoin que sa mère ou son père lui apprenne à marcher. L'humain, lui, vous voyez le temps nécessaire pour apprendre à marcher, après pour apprendre à parler, etc. C'est-à-dire le propre de l'humain, d'abord et avant tout, c'est apprendre. Car si on n'apprend pas, on est vide et du coup, est-on encore un humain ? Enfin, il y a toute cette question. Un humain qui n'apprendrait pas ne pourrait pas prendre sa place. Alors, je parle de la place au monde, la place dans la société, la place dans sa vie. Et effectivement, prendre sa place, c'est construire sa propre vie en fonction de soi. Et comme chaque être humain est unique et en devenir, à partir de là, il a à se construire avec les autres. Et s'il décide de ne pas apprendre ou s'il a la flemme, vous parliez de la flemme là, de mon côté, donc, puisque je travaille avec des étudiants en sciences de l'éducation, eh bien, ils me parlent souvent de flemme. « Oh madame, je suis un flemmard ». Et je dis « Mais comment ça, tu es un flemmard ? Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, moi, je te donne la liste de tes compétences et de ce que tu peux faire. Ça veut dire quoi, flemmard ? Je crois, en revanche, que tu choisis la facilité dans ta vie. Ça, je le crois. Et lui, c'est ce qu'il appelle flemmard. Car effectivement, très tenté par les réseaux sociaux, etc., il va procrastiner. Il pensait pourtant réviser son chapitre à 17h. Il m'avait dit « Ah oui, madame, là, je m'étais donné des horaires, je vous jure, c'était super bien, impeccable. » Et figurez-vous qu'arrivé à 17h, non, j'ai préféré effectivement un jeu vidéo, mais parce que je ne pouvais pas le lâcher, sinon je perdais des points, etc. D'accord. Alors là, il y a effectivement toute cette question, qu'est-ce qu'on entend par flemmard ? Et c'est important que vous ayez effectivement posé ce terme, car pour moi, la paresse chez un être humain, ça n'existe pas au fond. En revanche, son choix de la facilité, son choix de dormir, de s'allonger sur le canapé, au lieu effectivement de faire un effort et de se dire « Tiens, j'ai vraiment du travail et je dois le faire maintenant », le choix de la facilité, c'est très vite facile, si j'ose dire. C'est-à-dire prendre l'habitude de ne pas du tout travailler, prendre l'habitude d'avoir des résultats au talent, comme disent les lycéens. Hein, vous avez été lycéen il y a peu de temps. Madame, moi, je réussis au talent. Voilà ce qu'ils me disent, hein, pour certains d'entre eux. Parce qu'ils ont des talents, oui, ils ont un fort potentiel. Mais à un moment donné, quand leur validation de semestre, quand leurs résultats ne leur ressemblent pas, quand ils ont ça sous les yeux, madame, moi, c'est pas moi ça. Quand je vois ma fiche là d'évaluation, c'est pas moi. Il devrait y avoir là des notes bien supérieures par rapport à mon potentiel et mon talent. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce que tu fais de ça ? C'est-à-dire, tu es un être humain qui est né pour donner quelque chose. Mozart, la musique, Picasso, la peinture. Je prends des exemples vraiment caricaturaux. Guy de Graine, les fourchettes. Hein, lui, évidemment, il était... Voilà. Et toi, tu portes quoi en toi que tu vas donner au monde et que tu vas partager avec les autres ? Car tu es né. Et j'insiste, moi, toujours sur le fait que on n'est pas né par hasard, c'est-à-dire il y a très peu de probabilités qu'on naisse. Et les étudiants que j'accompagne le savent, ils ont fait des SVT au collège, au lycée. Donc, tu connais les probabilités pour que tu naisses. Hein, les gens qui disent « je suis un accident », c'est impossible ça. Un accident, ça veut dire quoi ? Évidemment, il y a très peu de probabilités pour qu'on naisse. Donc, il faut déjà des rencontres de cellules, etc. Enfin, je vous apprends rien là, a priori. Et je dis, mais alors, ça, tu vas relever le défi, là ? Tu es né dans ce monde-là, et qu'est-ce que tu en fais ? Tu as des compétences à développer, tu as des choses à apporter. Et donc, Mozart, lui, avait compris très tôt ce qu'il allait apporter au monde, puisque son père
a pu effectivement lui apprendre le piano, donc il était au bon endroit, hein, il a développé cela. S'il était né chez des peintres, peut-être aurait-il, hein, effectivement créé une œuvre picturale, mais en tout cas cette créativité avec laquelle il est né. Vous imaginez, Mozart, qui effectivement à 14 ans, dise à son père: «Bon moi ça suffit le piano ça va, hein, 3 heures de gamme, par soir, pas possible, hein, trop d'efforts». Et encore, évidemment, Mozart n'avait ni, ChatGPT, il n'avait pas les réseaux sociaux, il n'avait pas de tablette, pas de smartphone, hein, donc il avait très peu de tentations. Mais s'il en a assez de faire des efforts, eh bien, à 14 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est clair, on n'aura pas d'œuvre de Mozart. Or, Mozart est dans le top 10 de la Fnac encore le mois dernier et console pas mal de gens aujourd'hui encore. Et donc, il y a le sens de notre venue au monde. C'est bien ça qui concerne ce désir d'apprendre. Et chaque bébé a le désir d'apprendre. On voit un enfant qui cherche à explorer le monde environnant, hein, on le voit assez rapidement. Et si on n'apprend pas, on ne prend pas sa place. Donc, effectivement, ça me paraît très fort. Alors, du désir d'apprendre à la motivation scolaire, il y a effectivement un pas, c'est-à-dire on peut avoir le désir d'apprendre, mais madame, le système ne me convient pas, vous savez, moi, je ne suis pas scolaire. Voilà quelques lycéens qui peuvent me dire ça ou quelques collégiens. Et je dis, mais ça veut dire quoi ne pas être scolaire? Ben, ça veut dire ne pas supporter d'être assis 6 à 7 heures par jour dans une classe et de n'en sortir qu'aux récréations. Et on a envie de remuer, on a envie d'apprendre différemment, on a envie d'apprendre dehors. Et la classe, c'est pas possible, madame, ça n'est pas possible. Alors voilà ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas fait pour le système, madame. Ah, d'accord, tu veux passer ton bac? Oui. Tu le passes dans le système ou hors du système? Tu es né où? En France. Il me dit, ah non, moi, il me faut le système anglo-saxon, madame, là, c'est sûr, hein. Eh ben alors va, peut-être, hein, dans un pays anglo-saxon. Mais pour l'instant, là, tu es en terminale à 2 mois du bac. Tu vas prendre ta chance pour réussir dans le système qui va te le permettre, les enseignants qui sont dans ce système et qui donnent leur énergie, leur temps pour que tu réussisses et ils croient en toi, eux. Est-ce que tu vas, avec les enseignants, croire en toi ou pas? Est-ce que tu vas passer à côté de toi-même? Ou alors, puisqu'il me disait: «Oh madame, mais je l'aurais pas du tout, attendez, à 2 mois, c'est beaucoup trop court». Oh, je dis: «Tu sais, toi, ta motivation, elle fonctionne au challenge et au défi, à mon avis, en 2 mois, si tu te donnes ça comme challenge, ça te motivera beaucoup plus qu'en 6 ou 9 mois, toi, hein». Et il me dit: «Vous croyez madame?» «Ah oui, oui. Bah alors je vous vois tous les 10 jours, pour vous dire ce que j'ai révisé et tout ça». Bah, je dis: «Oui, mais on n'est pas obligé de se voir, hein, peut-être, un rendez-vous téléphonique si tu as besoin de rendre compte de ce que tu as fait, oui, peut-être avec un copain aussi ou une copine, hein. Mais en tout cas, si tu donnes le maximum en 2 mois à peine, tu auras au moins fait ta part d'être humain. Car en juillet, si tu as fait ta part d'être humain, les vacances, elles seront pas pareilles. Tu vas passer ton mois à culpabiliser. Car effectivement, moi, je perçois que beaucoup de jeunes culpabilisent quand ils ne s'y mettent pas. Et la difficulté pour eux, hein, c'est souvent s'y mettre. Alors, ça m'intéressera hein, de vous entendre en tant qu'étudiant par rapport à cela tout à l'heure, hein, d'entendre vos questions. Mais pour moi, c'est essentiellement cela que je rencontre dans mon accompagnement hein, des étudiants, des lycéens. S'y mettre. Madame, dès que je m'y suis mis, alors là, je peux après me concentrer vraiment facilement, mais s'y mettre. Alors, il y a cette question effectivement du désir d'apprendre et le désir d'apprendre, désir de grandir, désir de mûrir, d'avancer. Beaucoup de lycéens et d'étudiants craignent d'avancer, hein. Ça fait peur aussi de devenir adulte, on va avoir plus de responsabilités, madame, j'entends ça. Oui, mais ça va être progressif. À un moment donné, voilà, vous serez accompagné. Évidemment, ce n'est pas à vous ici que je vais dire cela. Ici, vous êtes largement accompagné, hein, comme avec les étudiants, moi, que j'accompagne. C'est pareil, on les accompagne. Donc, on les accompagne, mais on ne materne pas et on ne paterne pas, qu'ils ne soient pas dépendants de nous. Hein, quand ils me disent ah ben avec tel enseignant, madame, ça va super, mais alors avec tel autre, hein, monsieur X, monsieur Y, ah oui, mais là non,
sont vraiment les études, là. En tant qu'étudiant, on ne peut pas faire dépendre sa motivation d'un adulte ou d'un autre. C'est-à-dire, on est centré sur l'UE, hein, l'unité d'enseignement, on est centré sur la matière, et à partir de là, il s'agit d'être réceptif aux attentes de l'enseignant et comment répondre à ces attentes qui sont basées sur un programme et sur aussi une dynamique de projet d'ailleurs, hein. Vous devez le voir dans vos cours. L'enseignant a un programme, évidemment, et il fait vivre le programme grâce à la dynamique de projet qu'il y met. Hein, souvent, au collège, les élèves se plaignent qu'il n'y a pas de dynamique de projet. C'est-à-dire, ils disent « Oh ben oui, la prof, elle nous a dit, madame, là, au programme du brevet des collèges, il y a l'accord des participes passés, donc c'est au programme. » Et ce qui leur manque, c'est le projet. Est-ce qu'un enseignant a dit, bah, dans le projet de cette année, avec peut-être des thématiques, nous inclurons l'accord du participe passé, car nous le travaillerons sur des textes liés à la thématique. Je pense à la thématique de l'Europe, par exemple, hein. Et donc, que ce soit en grammaire, en orthographe, en explication de texte, dans les exposés oraux, etc., la même thématique, l'Europe, et on fait travailler la grammaire, on fait tout travailler avec effectivement des textes centrés sur l'Europe. Et là, ça change tout. Ça n'est pas, oui, enfin, le participe passé, c'est pénible, hein, l'accord du participe passé, c'est difficile, etc. C'est pas du tout ça. Là, on a un texte sur l'Europe, on va apprendre des choses liées à l'Europe. Et évidemment, le participe passé va être, lui, au programme, mais il est inclus dans une dynamique de projet qui donc est plus haut, plus fort que le programme. Il drive en quelque sorte, hein, si vous me passez le terme anglais. Donc à partir de là, effectivement, ça me paraît intéressant de bien noter que la motivation à apprendre, qui vient, motivation, d'une étymologie latine, movere, qui signifie se mettre en mouvement, eh bien, il y a bien le désir d'apprendre et la motivation, la mise en mouvement qui en découle en fait. Donc, si le désir d'apprendre est ensommeillé, si on a moins de désir effectivement, d'apprendre, quelquefois c'est parce que, un lycéen, un étudiant, un collégien est dépendant, addict, peu importe de quoi, hein, des écrans, de substances, qui tout d'un coup, vont rendre le cerveau un peu gazeux ou tout d'un coup qui, comme me dirait un étudiant l'autre jour: Mais madame, moi ça me vide le cerveau et mes copains se rendent pas compte». Bah oui, oui, ça peut te vider le cerveau, simplement acceptes-tu que ton cerveau se vide quoi, puisqu'il était hyper performant avant? Alors le mot performant, je fais attention, hein, ce terme-là, c'est-à-dire ton cerveau t'obéissait en termes de concentration et d'attention. Oui, mais madame, je suis en train de perdre. Bon alors va du côté de ton addiction, il s'agit de régler ça pour reprendre le contrôle de toi-même, ta liberté. Or là, il y a toute une génération à laquelle on a fait croire qu'ils étaient libres. Alors, vous-même, et ça m'intéressera tout à l'heure, depuis l'enfance, les adultes leur ont dit qu'ils étaient libres. Alors, libres et égaux en droit, évidemment, hein, mais la liberté que nous devons conquérir dès que nous naissons, elle est à conquérir d'âge en âge, et elle n'est sûrement pas conquise quand on naît. C'est-à-dire gagner sa liberté, c'est gagner son autonomie, et l'attitude d'un étudiant ou d'un lycéen, face effectivement, aux connaissances, face aux apprentissages, n'est pas tout à fait la même si on est libre à l'intérieur, de soi, pas seulement dans sa tête, se sentir vraiment libre d'exprimer effectivement des choix, libre de s'exprimer en apposition aux autres et non pas en opposition, avec le débat, chacun à sa place. Et effectivement, si tout d'un coup vous avez vécu, dans l'idée que vous étiez libre et que c'était un acquis, là, effectivement, ce qui n'a pas été appris, c'est le fait que la liberté se conquiert. Elle se conquiert jour après jour, elle n'est jamais acquise, cette liberté-là, et à n'importe quel âge. Donc ça me paraît intéressant effectivement, de s'appuyer sur cette notion de motivation liée à la liberté. La motivation, donc, ne se décrète pas. Il y a un seul lieu où elle se décrète, c'est la secte. Le gourou va effectivement se mettre à la place, en quelque sorte, des personnes. Et les personnes ne sont pas libres de leur motivation. C'est le gourou qui impose sa loi et les adeptes, eh bien, croient au gourou. Par exemple, le gourou, personne ne peut lui dire « je ne suis pas d'accord avec vous ». Alors que si nous sommes libres,
nous pouvons le dire: «Ben, je ne suis pas d'accord avec vous et je vais l'expliquer» et ça va apporter beaucoup. Ça enrichit même le positionnement de la personne qui a parlé avant. Peut-être elle va changer de point de vue parce qu'elle aura vu un élément qu'elle n'avait pas entendu avant et cetera. Là, il va y avoir effectivement enrichissement, mutuel. Mais dans les sectes, évidemment, il y a quelqu'un qui a toujours raison. Or, quelqu'un qui a toujours raison n'est pas un humain. Ça n'existe pas, quelqu'un qui a toujours raison. On doit pouvoir dire à l'autre: «Je ne suis pas d'accord avec toi» et si tout d'un coup, dans nos vies, nous nous apercevons qu'il y a des personnes auxquelles nous ne pouvons pas dire non, nous n'osons pas, bien là, il y a quelque chose effectivement, de notre liberté et de la relation avec cette personne qu'il s'agit peut-être de clarifier. Évidemment, si on le dit, avec, avec effectivement quelque chose, de conflictuel: «Oui, je suis pas d'accord», là, on va pas être reçu, hein. Mais dire simplement: c'est moi toute seule qui ne suis pas d'accord avec vous monsieur, avec vous madame, mais ça m'intéresse de vous écouter, car je suis moi-même en devenir et peut-être vous allez m'apporter quelque chose qui va me faire effectivement m'enrichir de votre avis et là, ça n'a plus rien à voir avec un combat de coq, c'est qui aura raison, dans l'histoire. C'est pas l'histoire de qui a raison, c'est pas le problème. C'est qu'on peut évidemment coopérer et échanger et partager. Donc, la motivation se construit en interaction avec celle des autres. Vous voyez à quel point, hein, ici, en tant qu'étudiant, j'imagine, hein, et vous-même adulte qui accompagnez ces étudiants, combien vous apprenez avec les autres, surtout votre génération. Hein, l'interaction, le travail d'équipe, tout cela est très intéressant. Et pour moi, j'ai même validé, parmi en tout cas les étudiants que j'accompagne, que certains qui étaient un peu en retrait, en repli, qui n'osaient pas trop poser leurs paroles, même dans un exposé, lorsqu'ils travaillaient en équipe, en groupe, lorsqu'ils travaillent en équipe, en groupe, eh bien, ils perçoivent des capacités qu'ils ont, qu'ils n'avaient pas reconnues avant. C'est tout d'un coup la réflexion d'un autre qui lui fait penser, bah tiens, je suis reconnu comme quelqu'un capable de faire ça. Tiens, c'est bizarre. Je n'avais jamais perçu que j'étais capable de faire ça. Et quelqu'un me le dit, j'ai un retour. Donc ça me paraît important pour notre génération particulièrement. La motivation est complexe, elle est liée à la personne, à l'humain, pour ici, là, l'ICAM, hein, tout ce qui est mis en place pour vos études, vous étudiants, s'appuie sur l'humain et son développement. Hein, c'est bien ça, effectivement, qui s'ancre. Et à partir de là, la motivation est de l'ordre de l'intime, puisque ça ne nous appartient qu'à nous-mêmes et pas aux autres. Dans un monde où on doit tout partager sur les réseaux sociaux, s'il y a bien quelque chose que vous ne pouvez pas partager, c'est votre intime. Votre motivation, elle vous est intime. Et quand je reçois des mails d'étudiants ou d'étudiantes pour s'excuser de leur absence et m'expliquer pourquoi ils sont absents, eh bien, je m'aperçois, et c'est effectivement cette génération, celle de vous là en tant qu'étudiant aujourd'hui, me semble-t-il, je reçois un mail extrêmement détaillé avec tous les symptômes, «Madame, voilà ce que j'ai, voilà ce que je ressens, depuis hier je suis malade, j'ai ceci, j'ai cela» et là je dis à cette étudiante ou cet étudiant: «Ah s'il vous plaît, gardez votre intime, moi j'ai pas besoin de savoir le détail de ce que vous avez. En revanche, j'ai besoin du certificat médical pour l'administration et puis votre mail qui effectivement, me dit que vous n'êtes pas en mesure de venir. Mais s'il vous plaît, ne me donnez pas des éléments sur votre intimité. Quand on est malade, c'est vraiment notre intimité, on n'a pas à décrire les symptômes et le médecin est au secret professionnel et il me semble qu'habituée à partager tout sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, cette étudiante, par exemple, là, c'était récent aussi, eh bien, elle ressentait le besoin de me donner tout, quoi. C'est-à-dire, en quelque sorte, se justifier: «Oui, madame, je suis bien malade, je vous explique même ce qui m'arrive». Mais moi, je n'ai pas besoin de ça, car je lui fais confiance. Si elle me dit: «Ça va pas», s'il y a un certificat, je n'ai pas besoin d'autre chose et quand elle va rentrer, je vais lui dire: «Ben, j'espère que vous allez mieux, est-ce que ça va?» et cetera et je lui souhaite un prompt rétablissement dans le mail. C'est ça, mais je n'ai pas besoin de savoir le détail de tout ça et donc l'intime, c'est ça, votre propre motivation par rapport à votre histoire de vie et gardez pour vous quelque chose, ne partagez évidemment pas tout, sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai l'air
de parler à l'impératif, hein. Je vous dis: «Ne partagez pas», mais c'est vous qui décidez, hein. Je propose que ce soit pas partagé. Alors cette génération Z, eh bien, qui est-elle, hein? Puisque nous avons démarré sur le désir d'apprendre. C'est, la génération, après celle qui était appelée Y. Y à cause de cela, je fais le geste, je pars de mes oreilles, hop et hop, cela forme un Y. Et puis aussi, la génération d'avant posait énormément de questions à la génération d'avant, à ses parents, à ses enseignants. Donc, c'était why, c'est-à-dire le Y, effectivement, de why. Vous avez vraiment ça sous les yeux, là, ça va, hein, ça fonctionne. L'écran, oui, ça va. Et à partir de là, bah, cette génération Z, c'est la génération millennials, troisième époque, qui est la génération des réseaux sociaux. Internet était là bien avant, évidemment, mais là, la génération Z qui est née à la fin des années 90 et effectivement en 2000, hein, là, à partir de 2000, eh bien, troisième époque, réseaux sociaux, et ça a énormément d'importance puisque ça change tout. Les réseaux sociaux influencent notre vie. Nous ne vivons plus pareil du tout. Car si nous sommes en permanence sur le smartphone à effectivement attendre les likes pour être reconnus, ben, à un moment donné, on ne vit plus tout à fait la même vie d'être humain, quoi. Qu'est-ce qui fait que je me sente reconnue? Je ne dis pas je, moi je, hein. Je en tant qu'être humain, n'importe qui d'entre nous. Eh bien, c'est quand même plus profond que ça, quoi. C'est-à-dire si nous sommes reconnus par les autres, c'est pas sur le nombre de likes. À un moment donné, c'est trop léger ça. C'est quand même en surface tout ça. On mérite autre chose en tant qu'humain. Il y a autre chose quand même derrière. Ensuite, ça signifie que la génération Z est née avec le numérique et l'IA, hein, chat GPT évidemment là aujourd'hui. Et alors que la génération alpha, les plus âgés ont 13 ans aujourd'hui, donc ils sont au collège, nés en 2010, hein, voilà, 13-14 ans, et eux sont nés dans le numérique. Et certains sociologues disent que la différence entre la génération Z et la génération alpha, c'est que les alphas vont accepter un tatouage connecté pour ouvrir sa porte de garage, vous voyez, peut-être à 3 kilomètres ou mettre en route son réfrigérateur, quoi. Ils vont accepter un tatouage connecté, alors que les sociologues disent que la génération Z, donc la vôtre, hein, vous étudiants qui êtes devant moi, vous n'accepteriez pas le tatouage connecté parce que ça vous paraîtrait quand même une atteinte, et ça m'intéressera de vous écouter tout à l'heure, une atteinte à qui vous êtes, quoi. Le tatouage, c'est quand même effectivement déjà un pas vers l'IA qui s'intègre au corps. Alors on peut imaginer des puces aussi connectées, mais en tout cas, la grande différence entre les deux générations, c'est celle-là. Cette génération, donc la vôtre, à vous qui êtes devant moi, devra apprendre et se former tout au long de la vie. Vous pourriez dire, bah, déjà les générations d'avant, oui, bien sûr, on a commencé à se former toute la vie, simplement là, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire, si quelqu'un ne continue pas à se former parmi vous, à votre âge, eh bien, il sera vite sur la touche, comme on dit en termes effectivement sportifs. C'est-à-dire, c'est en permanence. Et vous voyez, je disais là, hein, je vous disais tout à l'heure que à la fac, nous avons effectivement un temps entre enseignants pour se former à l'intelligence artificielle. Bon, vous êtes en avance par rapport à ce qu'on a mis en place nous cette année. Hein, vous l'avez même fait avant. Et effectivement, si par exemple, de mon côté, je ne me formais pas à ça, je me dirais, mais je ne peux plus enseigner. Je vais changer d'orientation carrément. Ou alors, je fais quelque chose avec l'IA dans ma pédagogie. Et là, ça change tout. Donc, à partir de là, apprendre, se former tout au long de la vie. Et en termes d'orientation, vous allez exercer, je parle donc aux étudiants ici et aux adultes qui sont autour d'eux, à vous adultes, vous allez exercer 10 à 12 projets professionnels dans votre vie. Ce sont les sociologues qui prédisent cela. 10 à 12 projets professionnels. Donc, quand une lycéenne, au moment de Parcoursup, me dit « Oh, madame, je voudrais être avocate. Mais vous savez, je veux pas être avocate toute ma vie, donc ça me fait peur. » Et je lui dis « Mais ça, c'est le modèle 20e siècle. Ne t'inquiète pas. Ton projet amorce, ton premier projet, c'est de faire du droit pour devenir avocate. Très bien.
En 3e année, peut-être que tu voudras devenir magistrate, on ne sait pas. Peut-être que tu voudras aller en Australie parce que tu as rencontré quelqu'un qui effectivement a une ferme et tu as fait du droit, oui, mais tiens, c'est plutôt un métier en lien avec les animaux dans la ferme qui t'intéresse maintenant. C'est très possible. Elle ne sera pas allée au bout, bien sûr, mais peut-être que là-bas, elle aura besoin du droit. Et peut-être qu'elle donnera des cours de droit international en parallèle de son activité. C'est-à-dire 10 à 12 projets. Ça peut être des projets slasher. Ça vous dit quelque chose, hein, les projets slasher? Oui? Pour tout le monde? Oui? C'est le slash hein, de l'ordinateur, c'est-à-dire des activités professionnelles en parallèle. Vous n'avez pas donc une seule activité professionnelle, mais vous en avez plusieurs en parallèle qui a un lien entre elles. Il y a un lien entre elles. En ce moment, j'accompagne une jeune femme de 25 ans qui est CPE dans un lycée lundi, mardi. Mercredi, elle est en train de constituer des bouquets de fleurs parce qu'elle est fleuriste toute la journée du mercredi. Et jeudi et vendredi, elle donne des cours de yoga. Et quand vous lui posez la question, mais vous avez choisi ce modèle professionnel de slasher, pourquoi? Parce que, dit-elle, ma valeur centrale, moi, dans la vie, c'est la beauté. Donc, en tant que CPE, je cherche la pépite chez les élèves de 4e, 3e. En tant que fleuriste, je cherche la beauté des fleurs. Et dans le yoga, j'ai la beauté. Et voilà que c'est le modèle slasher pour elle. Il peut y avoir d'autres modèles, des projets successifs, hein, l'exemple de la ferme, ou bien de plus longues périodes de projets, mais associées à une formation qui déjà met en route pour le prochain projet. Donc là, vous aurez évidemment le choix. Et quand on a trop de choix, on a du mal à choisir. Hein. Parcoursup, c'est un petit peu cette question-là qui est souvent posée. En tout cas, vous avez énormément de possibilités à votre disposition. Alors, je précise que cette génération Z, à l'intérieur d'une société mutante, a des freins, a eu des freins dans son éducation aux apprentissages, continue à en avoir, et a des atouts évidemment aussi à mettre en avant. Ce contexte de société, ce qui le caractérise, entre autres, c'est le déficit de la transmission commune, c'est-à-dire les repères sont démultipliés, les valeurs sont fragmentées, les modèles diversifiés. D'une famille à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements. Enfin, tout s'est diversifié et démultiplié, en clair. Il n'y a pas de transmission commune, il n'y a pas une société qui est d'accord sur la vision du bien et du mal. Il n'y a pas une société entière qui dit, bah oui, le bien commun, pour nous, c'est ça. Ça n'est pas défini, ça, c'est à définir. Moi, je pense que c'est votre génération, peut-être, qui va le définir, puisque vous aimez coopérer, le collectif. Il va falloir quand même pas mal d'années pour retrouver cela. Il y a la société liquide aussi, c'est-à-dire Zygmunt Bauman, sociologue allemand, parle de société liquide, c'est-à-dire on n'a plus de repères auxquels s'accrocher. Chacun fait sa vie avec son nombril et avec ce qu'il croit juste, ce qu'il croit bon, mais effectivement, il n'y a pas effectivement une société structurée avec un cadre. Il y a surtout des communautés émotionnelles, et puis il y a ce poids, en quelque sorte, qui est la planète à réparer, quoi. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes de la génération Z, que ce soit lycéens, étudiants, ont vu la planète à réparer comme quelque chose de lourd à porter, quoi. Ils se sont dit, mais alors c'est nous qui devons réparer la planète que les générations d'avant ont abîmée. Or, c'est pas tout à fait ça. Il s'agit évidemment de rester zen là-dessus, si j'ose dire. Toutes les générations aujourd'hui sont concernées. Hein, si je jette une peau de banane ici, évidemment, je la ramasse. Enfin, là, c'est quelque chose de commun. Simplement, c'est lourd aussi sur les enfants et les collégiens. Quand je vois l'été à la plage l'année dernière, une petite de 6 ans qui passait son temps à ramasser les détritus plastiques,
C'était un peu trop long à mon goût parce que je me dis qu'elle a le droit à l'insouciance et qu'au fond, la planète à réparer, qu'on les informe, oui, qu'on fasse de la prévention, oui, mais quand ça leur donne l'impression qu'ils sont les seuls à faire ça, c'est comme le fait de manger 5 légumes, 5 fruits par jour. Une petite de CM2 me disait oh ben, c'est pas aux parents de s'occuper de ça, hein, de savoir si on mange 5 fruits et légumes. Et un élève à côté d'elle disait oui, ben moi, je sais pas si les tomates, c'est des fruits ou des légumes. Alors, quand je compte, vous voyez? Alors là, c'était une préoccupation qu'ils ne devraient pas avoir. En CM2, on a autre chose. On fait confiance aux adultes, à la cantine. Enfin, là, il y a quelque chose qui pose question. Alors, il y a une pression générale. La génération Z a entendu beaucoup dans son enfance, son adolescence, naît autonome et dépêche-toi. C'est-à-dire dans le quotidien Le Parisien, il y avait eu un sondage auprès effectivement de collégiens. Quelle est la phrase qui effectivement te pose problème dans la bouche de tes parents? Quelle est la phrase que tu détestes dans la bouche de tes parents? Ils avaient répondu dépêche-toi. Effectivement, il faut aller de plus en plus vite puisque tout va vite, hein, et il y a un paradoxe là, c'est-à-dire tout le monde se dépêche, mais il y a aussi des parents hélicoptères ou des parents parapluies, c'est-à-dire qui sont là en cas de danger. Ceci dit, en CM2, vous avez aujourd'hui 75% d'une classe de CM2 qui a déjà vu le pire sur un smartphone, qui n'était pas protégé, et on leur met un casque pour faire du vélo. Donc il y a tout cela dans la société, ensemble, et on cherche la cohérence. Et ceci dit, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de quelqu'un, hein. Les adultes ont été pris de court. Moi, j'ai eu mon premier téléphone portable tout simple en 95. Si on m'avait dit que ça allait effectivement me mener ailleurs et que je serais traçable, je ne suis pas sûre que j'aurais acheté ce téléphone si vite, quoi. Je disais ah c'est chouette, on va pouvoir envoyer des SMS et téléphoner de n'importe où. C'était ça la promesse en gros. Mais à personne on a dit mais attention parce que vos enfants là, s'ils vont là, ils vont avoir le pire dans la figure. Enfin, c'est-à-dire tous les adultes, toute cette génération d'avant a été prise de court là. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui a été vécu, hein, de la pression générale. L'inquiétude des parents, des enseignants de la génération précédente qui ne passent pas le relais par rapport au poste dans l'entreprise et qui placent la génération Z comme référente. C'est-à-dire, auparavant, nous parlions d'enfants rois et avec la génération Z, nous parlons d'enfants référents, c'est-à-dire avec un tapis rouge, les petites merveilles, etc. Or, quand on est enfant roi à 5 ans, 6 ans, qu'on peut tout faire et qu'il n'y a pas de limite, il y a peu de non, il y a surtout des oui, eh bien, on a du mal à se construire et on se croit tout permis, on ne vit pas la frustration. La frustration peut déclencher le désir d'apprendre. Si on manque de quelque chose, si on est en attente, eh bien, on va désirer. Quand vous attendez vous-même une évaluation sur un travail, et il faudra 8 jours, 10 jours pour la correction, par exemple, par un professeur, c'est clair que vous désirez, vous attendez le cours, on va vous rendre la copie. Et vous allez regarder où sont les points que j'ai gagnés là et où sont les points que j'ai manqués pour que la prochaine fois, les points manqués là, ce soient des points gagnés et pour que je progresse. Donc, évidemment, tout ça, ça n'a pas été vraiment appris, pas été vraiment transmis. Et pour l'enfant roi, il n'y a qu'à demander à Louis XIV, hein. Il a été roi à 4 ans et demi. Question, a-t-il été heureux d'être roi à 4 ans et demi? Alors, beaucoup d'inquiétudes de la part des adultes pour cette génération et un sondage avait montré il y a 3 ans que les parents disaient « ils n'auront pas une vie meilleure que la nôtre, nos enfants ». Et donc, d'où l'inquiétude. De mon côté, je pense que vous aurez une vie, alors ça veut dire quoi meilleure? Ça dépend des critères, mais vous aurez une vie que vous pouvez vous construire vraiment intéressante, évidemment, parce qu'il y a beaucoup à faire, hein, dans le monde, dans la société. Et cette société dans laquelle la génération Z a évolué, eh bien, c'était individualisme et jeunisme, hein, qui prévalait. Donc, quand les adultes veulent redevenir jeunes et que c'est ça leur objectif, ben, à un moment donné, ils se retrouvent à la même place que leurs adolescents. Dire eux, ils reculent, ils voudraient toujours avoir 16 ans, et puis ils vont rencontrer leur adolescent qui avance derrière.
Or, c'est bien à tout le monde d'avancer pour laisser la place. Alors, un schéma pour rendre compte de tout cela, le changement de la place des parents par rapport aux enfants dans cette société au cours de ces années-là. Classiquement, les parents transmettaient à leurs enfants dans une verticalité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés avant eux, parce qu'ils avaient l'expérience évidemment de la vie et que avant 18 ans, a priori, et avant c'était 21 ans, a priori, il y a à apprendre d'abord à avoir la transmission de ceux qui ont expérimenté et après on construisait un autre monde. C'est-à-dire on pouvait aller contre, on pouvait faire carrément l'inverse, etc. Or, là, il n'y a pas eu véritablement de transmission, c'est-à-dire cette verticalité s'est transformée en horizontalité, vous le voyez sur le schéma, mais vous voyez que les enfants restent à la même place, eux. Ce sont les parents qui ont changé de place, c'est-à-dire le parent copain, ou enfin c'est un peu caricatural ça, mais le verbe négocier a souvent remplacé le verbe éduquer, quoi, en quelque sorte. Toutes les générations sur le même plan, qui a beaucoup de bon aussi, hein, pour le partage, formidable, à condition que de temps en temps, les parents soient à la verticale, qu'ils puissent dire non, tu rentres de ta soirée à minuit, pas à 2 heures. Et si l'adolescent rentre à 2 heures et qu'on ne lui dit rien, la prochaine fois, ça sera 3 heures. Parce que lui, il cherche la limite et s'il ne l'a pas, c'est vrai qu'il va lui manquer quelque chose, évidemment. Parce qu'à la moindre difficulté, il ne va pas supporter. La frustration, l'attente et le manque, il ne la supporte pas. Et ça peut aller beaucoup plus loin, la verticalité inversée, quand des enfants sont les parents de leurs parents. Et moi, j'accompagne des familles dans ce schéma-là. L'adolescent de 16 ans fait la loi. Non, maman, non, tu vas pas faire ça, non. Enfin, souvent dans les familles dites monoparentales, donc avec une maman, mais souvent avec une maman, mais pas seulement. C'est-à-dire tout d'un coup, l'adolescent, effectivement non frustré, qui fait la loi et qui impose la sienne. Alors, à partir de là, il y a par rapport à cette génération une réalité, c'est nos limites sous mon index, sous mon pouce éventuellement. Il y a la question des addictions qui empêchent l'apprentissage, les savoirs atomisés, information à flux continu, les fakes aussi, fake news, info intox. Et il y a le marché de l'attention. Bruno Patino, qui a travaillé sur cette histoire de l'attention, dit bien que l'attention est devenue un marché, l'attention dont on a besoin pour les apprentissages en fait. Et donc, si c'est devenu un marché, eh bien, c'est à la Silicon Valley ou en Chine avec TikTok que tout d'un coup, on sait travailler l'attention, évidemment, de la génération Z. C'est assez facile de les entraîner ailleurs. Et à partir de là, Bruno Patino dit que symboliquement, eh bien, l'attention étant réduite chez la génération Z, il prend l'image d'un poisson rouge. Le poisson rouge a 8 secondes de mémoire. C'est-à-dire, il fait le tour de son bocal en 8 secondes, mais arrivé à la fin, là, il ne se rappelle pas qu'il a fait le tour de son bocal. Et Bruno Patino dit, eh bien, cette génération, alors quand il dit cette génération, nous sommes tous concernés aujourd'hui par notre concentration, notre attention. Il faut évidemment qu'on y fasse attention pour le coup. Et il dit, ça fait un peu comme si on était des poissons rouges. Donc, il s'agit vraiment de nous prendre pour des êtres humains, pour le coup. Après, il y a ChatGPT, évidemment, et ça, je ne vous apprends rien, ça m'intéressera de vous écouter là-dessus tout à l'heure. Pour moi, il s'agit de l'intégrer à la pédagogie, tout comme ça se passe ici, car effectivement, on peut bien travailler avec ChatGPT, mais si c'est effectivement le support de la triche, eh bien, ça ne peut plus aller, quoi. Et là, il y a l'exemple d'un lycéen récemment qui a rendu effectivement sur sa copie un texte qu'avait produit ChatGPT. Alors, le chef d'établissement a interrogé ChatGPT. Est-ce que c'est bien toi qui as produit ce texte-là aujourd'hui à 15 heures à tel endroit? Je ne sais pas s'il peut géolocaliser, mais au moins à 15 heures. Et ChatGPT a répondu oui, c'est moi. Or, le lycéen dit mais non, c'est un hasard, monsieur. Non, moi, j'ai pas triché. Et comment on fait là? S'il avait triché sur son voisin, ça aurait été plus simple. Là, le chef d'établissement est en train de repenser le règlement intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? ChatGPT, c'est pas une personne, elle va pas témoigner. Or, elle répond quand même.
mais c'est pas une personne. Du coup, par rapport aux sanctions, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le lycéen reste sur sa position, hein. «Oh non, non, c'est un hasard, hein». Voilà, j'étais sûrement connectée, on ne sait pas trop comment, mais hein, voilà. Alors, tu n'avais pas ChatGPT dans ta chaussette? Oh ben non, 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 ben on n'a pas le droit au smartphone ici, hein. Voilà, mais qu'est-ce qu'on dit de ça? Donc de nouvelles situations, hein. Et puis, tout là maintenant, le rapport au temps, à l'espace, il y a le temps réel, le temps de l'immédiat. L'espace, eh bien, nous pouvons être n'importe où, à n'importe quel moment, puisqu'avec le smartphone, évidemment, quelqu'un va nous dire: «Tu es où là? Tu es où là?» Pour, effectivement avoir l'information où on est là. Et je me trouvais dans un TGV pour une petite histoire, hein, c'est de l'humour évidemment, et un monsieur, qui était assis à ma droite là, a été appelé sur son smartphone. Il répond, donc il fait abstraction de tous ses voisins, on était plusieurs, hein, et il dit: «Oui, oui chérie, là on arrive bientôt, à Montpellier». Et figurez-vous que nous étions dans un TGV qui allait à Rennes. Et donc nous, on a été témoins d'une situation particulière, mais je le dis bien avec humour, je ne juge pas cet homme-là, hein. Simplement, ça, c'était de l'intime. Ça, c'était de l'intime. Et il ne s'est plus rendu compte que tout le monde pouvait comprendre la situation. Et si quelqu'un lui avait pris son smartphone, avait dit Madame, on arrive à Rennes, là. Bon, là, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais enfin, c'est le sourire hein, que je garde évidemment de ça. Alors, beaucoup d'enfants de la génération Z ont été habitués à la toute-puissance. Et quand on se sent tout-puissant, eh ben, on n'est pas loin de la violence si on n'a pas les mots. C'est toujours pareil. Hein. On est tout-puissant, on a toujours raison. Si on a intégré ça depuis l'enfance, alors ceux qui vont dire je ne suis pas d'accord avec vous, ben, ils n'ont même pas de place. C'est pas possible. L'autre, on ne peut pas l'accueillir comme ça. Et par rapport à l'apprentissage, tout ça, ça a été évidemment de l'ordre des freins, parce que consommer, c'est le contraire d'apprendre. Donc, quand je dis consommer, les réseaux sociaux, toutes les informations, effectivement, les notifications, toutes les alertes, etc. Là, c'est de la consommation qui arrive tout de suite, dans l'immédiat, l'illico presto. Et si on s'habitue à ça, eh bien, tout d'un coup, pour apprendre, ça demande du temps à prendre, ça demande à se l'approprier, ça demande effectivement aussi par rapport aux évaluations d'attendre une semaine. Alors que sur Internet, on va être gratifié, hein, si on fait un QCM sur Internet pour s'entraîner à un examen ou un concours, on va être gratifié de réponses là tout de suite, on va avoir le résultat tout de suite de notre travail. Donc s'habituer évidemment à l'immédiateté en permanence et que tout vienne à soi, c'est le contraire d'apprendre. Ça veut donc dire que la génération Z a été habituée à vivre deux vies différentes dans le temps. Alors, je vous fais le geste là. Faire venir à soi, c'est consommer, donc détruire en fait. Hein, je fais venir à moi du consommable, enfin détruire. Je consomme quoi. Hein. Donc je consomme des informations, voilà, c'est de l'utilitaire. Ça va être utile dans le quart d'heure, très bien. Mais apprendre, c'est pas je fais venir à moi, mais c'est je pars de moi, je vais chercher les notions, l'apprentissage et je me les approprie. Et ça change tout. Du coup, là, c'est le temps long et surtout, je m'implique. Et voire, je m'engage. Et donc, un collégien qui me disait, mais madame, à quoi ça sert d'apprendre le poème de Victor Hugo quand j'étais professeur de lettres? Eh bien, je lui ai dit, bah, ton avis, quoi. Mais il dit, ça sert à rien, madame, moi, je vous le sors. Et il disait ça, je vous le sors. Je vous le sors dans la seconde, hein, le poème de Victor Hugo, là, sur mon. Ah oui, ça, je sais, tu vois. Je sais que tu me le sors dans la seconde. Mais moi, je vais te mener ailleurs. Je vais te demander de l'apprendre par cœur et de le réciter en classe. Oui, madame, c'est pareil. Moi, je le sortirai toute ma vie comme ça. Est-ce que tu penses que tu vas sortir toute ta vie le poème de Victor Hugo? Tu aurais envie de faire autre chose ou je sais pas. Bon. Et alors, quand effectivement il a compris qu'apprendre, c'était tout à fait autre chose, c'est-à-dire sur Internet, on a peut-être 700 sites qui évidemment présentent un poème de Victor Hugo, par exemple. Mais à l'intérieur de ces 700 sites, il y a des sites avec une orthographe correcte, avec tous les vers, avec les rimes,
voilà, le poème vraiment dans son intégralité et comme Victor Hugo l'a écrit. Et il y a d'autres sites où il y a plein d'erreurs. Du coup, on va le trouver où? Enfin, la source, etc. Là, il y a cette question. Et quand il a appris, lui, que quand on apprenait quelque chose, on pouvait aller le rechercher en soi, et que ça avait quand même une autre allure que d'aller chercher ça sur Internet à longueur de temps en le consommant, eh bien, évidemment, c'était plus intéressant pour lui. Et il a rencontré quelqu'un qui avait été prisonnier pendant la guerre 39-45, qui était venu témoigner dans son collège et qui avait dit: apprenez, apprenez. À quoi ça sert d'apprendre? Eh bien, apprenez, parce que je vous explique, quand mes geôliers m'avaient un peu malmenée là, et quand je revenais dans ma cellule, moi, je commençais par me réciter, alors cette personne-là leur avait dit qu'elle savait par cœur 40 poèmes. Je commençais à me réciter des poèmes. Si je pouvais en dire à un moment donné au moins 15, je restais humain, une humaine. Donc, ça veut dire que mes geôliers n'avaient pas gagné, hein, je restais une humaine. Si un jour je pouvais en réciter que 10, ce que j'avais encore au fond de moi, ben, ça réduisait quand même, mais j'en avais quand même toujours. Donc, ça m'a mis dans une position d'humain. J'étais pas leur objet, en fait. Et il y avait une mouche qui volait, hein. C'est-à-dire les collégiens, ils disaient: ah, c'est ça, apprendre, il faut avoir des choses en soi. Dans les moments difficiles, on retrouve ça. Et on peut trouver de l'énergie. Mais si on n'a rien en soi et qu'on ne compte que sur les informations que nous consommons et que nous pouvons consommer à longueur de temps, sauf le jour où il n'y a plus d'électricité sur la planète, et ce serait la fin de tout, évidemment, eh bien, là, il y a vraiment une question. Alors, la génération Z, en première ligne, sans interface adulte entre eux et le monde, hein, les jeunes de la génération Z. Le modèle dominant, c'est abolir le passé pour s'inventer soi-même. Le marketing de soi, hein, il s'agit de communiquer plutôt avant de réaliser, puisqu'on va se mettre en scène sur les réseaux sociaux avant d'avoir réalisé quelque chose, hein. On peut même parler d'une réalisation avant de l'avoir faite. Et puis, la génération Z préfère expérimenter plutôt que construire un parcours de vie, a priori, dans ce qu'elle dit, avec la crainte de manquer quelque chose de mieux. C'est-à-dire, c'est le syndrome FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la crainte de manquer un événement, de manquer quelque chose de mieux. Et la génération Z est beaucoup considérée par les entreprises, enfin pas toutes, mais en tout cas, effectivement, dans ces tendances. Évidemment, quand je parle de la génération Z, je ne parle pas de chacun d'entre vous qui n'êtes pas enfermé individuellement dans la génération. Vous faites partie de la génération, mais vous avez des caractéristiques personnelles, évidemment. En tout cas, la tendance, c'est un oiseau sur la branche, c'est-à-dire dans les entreprises, au recrutement, ils disent, bon, là, si on vous forme, si vous entrez dans notre entreprise, si on vous forme, est-ce que nous sommes sûrs que vous soyez là encore dans 6 mois? On peut vous former peut-être pour que vous alliez exercer vos compétences ailleurs. Et beaucoup, effectivement, de services RH aussi disent que c'est très difficile de fidéliser les jeunes de la génération Z. Encore une fois, on n'en fait pas une généralité, mais une tendance générale. Et à l'intérieur de cela, au contraire, hein, il peut y avoir des projets très avancés avec une fidélité. En tout cas, un oiseau sur la branche qui se centre sur un sens pour soi. C'est-à-dire, si on ne trouve plus de sens à là où on est dans le travail, eh bien, on va partir facilement. Et moi, je le vois même à la fac. Hein, certains étudiants, quelquefois, ne nous informent même pas qu'ils vont quitter. Or, ce serait quand même la moindre des choses que de le dire, qu'on voit avec eux pourquoi, et qu'on les aide peut-être à se réorienter. Mais « oh non, non, moi là, madame, ça me gave », bah, ça veut dire quoi, hein? Donc là, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe par rapport à la position humaine? Alors, les aspirations de la génération Z, et j'ai bien ma montre là, hein, sous les yeux. En fait, il y a 2 aspirations, hein, sans entrer dans le détail. S'épanouir d'abord, donc la vie professionnelle et la vie personnelle équilibrée, trouver sa place dans un travail qui ait du sens et des perspectives, que ce ne soit pas bouché, car ce terme-là, ils l'ont beaucoup entendu aussi quelquefois dans les cabinets d'orientation. Et puis s'ouvrir à l'interculturel, voire à l'international. Et ici, la dimension internationale est très claire. Elle est palpable, elle est visible, hein. Moi, je viens de l'extérieur, je ne connais pas en profondeur l'ICAM,
Mais c'est clair, on le voit, et des étudiants qui sont passés par votre école, etc. Moi, je le vois, ça. Donc, envie de l'international, envie d'aller ailleurs pour exercer ses compétences et être reconnu. Et puis, se sentir aligné avec son système de valeurs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire particulièrement être libéré des schémas du XXe siècle. Alors, on reprend là la fidélité et la carrière. C'est vrai qu'au XXe siècle, il y avait un premier travail, une fidélité, il y avait une bonne ambiance. Eh bien, quelquefois, on aurait pu avoir envie d'aller ailleurs par rapport au projet. Vous voyez, il y a des choses, on disait, tiens, il y a un projet là qui serait intéressant pour moi. Mais peut-être on restait encore un peu plus parce qu'il y avait une bonne ambiance et qu'avec nos collègues ou avec le directeur, la directrice, on se disait, mais on va pas lui faire ça. Je vais pas lui faire ça. Non, si je pars, quand même, il y a une bonne ambiance. Et puis après tout, l'ambiance ailleurs, je la connais pas. Enfin, or, évidemment, là, pour cette génération Z, il n'y a pas d'état d'âme là-dessus, hein. C'est-à-dire, c'est ma vie que je construis. Je ne vais pas rester longtemps là où je ne me sens pas à ma place. Et là, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, hein. Ce sont des faits dont je parle, c'est tout, hein. Et évidemment, le système de valeurs personnelles, c'est très important. Donc, autour du développement durable, ben, vous en connaissez quelque chose, hein, autour de toutes les valeurs par rapport à la planète. Là, il y a de véritables valeurs qui sont à l'œuvre dans votre école, hein, c'est-à-dire quand on voit les programmes voilà, de toutes vos années, c'est très cohérent par rapport aux besoins d'aujourd'hui, quoi. Hein, on est vraiment up to date, comme on dit en anglais, hein, c'est-à-dire on est là au bon moment et c'est cela dont le monde a besoin. À partir de là, il y a le rapport à la hiérarchie. Alors j'ai envie de dire qu'il ne supporte pas, mais c'est pas si radical. Mais le rapport à la hiérarchie, c'est difficile. Et je vois par exemple des étudiants en stage, eh bien, ils ont un tuteur de stage sur le lieu d'accueil. Mais par exemple, si le tuteur de stage leur répond pas là dans les 20 minutes, ils vont envoyer un mail à la direction. C'est-à-dire dans l'entreprise, les N+1, ça va, ça vous parle, N+1, +2, hein. N+1, +2, +3, on va directement envoyer un mail au N+3 sur une histoire de planning. Moi, ça, je l'ai vu. C'est-à-dire, allez, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, en quelque sorte. C'est l'expression, en tout cas, du XXe siècle. Et à partir de là, on va, voilà, là-haut, on est sûr d'avoir une réponse. Bon, c'est pas toujours évident parce que quand même, le directeur a peut-être aussi autre chose à faire que s'occuper des plannings locaux. En tout cas, ils ont des atouts et des points d'appui. Vous avez la créativité dans un climat de confiance. Quand la génération Z se sent en confiance et qu'elle porte une forte créativité, eh bien, elle se donne. Elle peut même s'engager si les valeurs sont concordantes. Ils ne vont pas travailler pour n'importe quelle valeur. Et donc, ça me paraît intéressant en termes de sens. Et à partir de là, il y a des compétences d'agilité, d'adaptabilité. Lorsqu'elle est sollicitée, je suis souvent étonnée, moi, hein, de la rapidité des tâches, hein. Le multitâche, par exemple, c'est remarquable quand on leur demande du multitâche. Moi-même, dans les cours que j'assure à la fac, moi-même, quand je vois la vitesse à laquelle je vais pour rassembler les informations, etc., pourtant, j'essaie de m'entraîner parce que nous sommes plutôt des followers, hein, des suiveurs là-dessus, sur ces domaines-là. Et quand je vois la rapidité à laquelle ça va, mais c'est capacité à rebondir, l'agilité, mais c'est ça que la société leur demande, hein, en clair. Donc, à partir de là, et l'appétence pour les défis et les challenges. Je le disais tout à l'heure, un lycéen qui va préférer donner tout en 2 mois pour son bac, un vrai challenge motivant, plutôt que depuis janvier, traîner là des pieds et puis se dire: «Je vais préparer mon bac bien en amont». La procrastination, c'est quelque chose que nous connaissons tous à n'importe quel âge, hein, aujourd'hui. Reporter à plus tard, reporter à plus tard. Mais en tout cas, faisons en sorte que ça n'entame pas trop la construction de nos vies, quoi, hein. Après, les aptitudes en résolution de problèmes complexes. Alors, ChatGPT propose à peu près la même chose avec des données, hein, un niveau de complexité, mais bon, c'est encore en amélioration. Les aptitudes en résolution de problèmes complexes pour cette génération, effectivement, sont reconnues quand on voit dans les travaux, etc., s'ils ont appris, s'ils ont pu recueillir les informations
qui leur permettent d'aborder la situation problème. Évidemment, ça suppose l'apprentissage et aussi la capacité à aller chercher les informations sur le net, ça c'est clair. Et l'aisance dans la complexité, vision globale d'une situation et à la fois détaillée, le sens du détail qui va transformer tout un système. Quelquefois, c'est un tout petit détail qui va transformer un système entier. Or, quelquefois, on n'avait vu que les acteurs qui forment et qui interagissent dans le système, mais il y avait un tout petit détail qui n'était pas lié à un humain. Il y avait, je sais pas, dans une salle, là où on faisait les choses, ben, au point de vue du matériel, il y a un petit détail qui fait que ça empêchait de faire tel geste. Enfin, et tout d'un coup, on va repérer ça. Le détail qui va apporter une solution. Et puis, l'articulation théorie-pratique comme mode d'apprentissage. Le pratico-pratique, beaucoup d'étudiants, de lycéens, ils sont tentés, hein, ils veulent faire que du pratique, par exemple, mais dans l'ensemble, c'est théorie-pratique, articulation en permanence. Et ici, le modèle pédagogique, hein, a priori, vous pouvez en dire quelque chose, mais le modèle pédagogique ici, c'est exactement celui-là. Articulation théorie-pratique. On commence par la pratique, la mise en situation. Après, on apporte un concept. Ou l'inverse. Enfin, là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeux, et notamment de jeux de rôle. À partir de là, on aboutit à son propre jeu, l'air de rien. Hein, les rôles qu'on a eus dans un groupe, si on a eu différents rôles, à un moment donné, on se dit, mais tiens, moi, là, j'étais beaucoup mieux en porte-parole du groupe. Et l'autre va dire, mais moi, je donne la première idée dans une équipe. Ça, je l'ai vu et ça me plaît bien de faire ça. Et évidemment, ça signifie une place particulière dans l'entreprise. À chaque fois, pour faire mûrir son projet, on peut évidemment se servir de tout cela. Des capacités relationnelles. Alors, avec un peu d'humour, cette génération a appris à négocier avec ses parents depuis le plus jeune âge. Donc, les parents pourraient dire, oui, bon, la négo, nous, on connaît, c'est quand même négatif. Ben oui, mais on dirait, ça a donné des compétences de négociation. Moi, je vois des étudiants qui savent vraiment négocier, ils ne se sont pas formés en négociation, notamment une des déléguées, là, en L1, une des déléguées qui a été vraiment bien élue pour le coup, et elle, la négociation qui respecte tout le monde, hein, vraiment, eh bien, elle sait faire. À partir de là, des atouts à l'oral, et puis évidemment, toute la partie le travail avec d'autres dans une dynamique de projet, toutes les interactions à chaque fois que vous avez construit de l'intelligence collective, coopération, tout ça, c'est vraiment la génération Z. Et moi, je souhaite qu'elle installe vraiment ça dans notre société, car nous avons cela à retrouver. Retrouver du collectif, retrouver du bien commun à partir de là. Et puis, les compétences numériques, l'IA, mais là, je ne vous apprends rien, j'en ai déjà un peu parlé. Alors, les besoins par rapport à des études, à l'apprentissage, c'est se sécuriser pour se responsabiliser. Donc, apprendre à apprendre pour être sécure, s'entraîner à l'effort, le rapport à la contrainte qui soit plus léger. Ils ont besoin aussi d'un cadre structurant, d'une cohérence. Et puis, il y a beaucoup d'attentes sur les retours. Retour des évaluations. Ils attendent du détail aujourd'hui. Pour nous, il y a certains professeurs auxquels les étudiants ont dit: «Mais vous ne nous donnez pas assez d'informations dans votre appréciation. Nous avons besoin de beaucoup plus de précision». Et c'est vrai que les retours, quand ils donnent des informations très précises, sont vraiment appréciés. Alors, que ce soit dans les attentes, les consignes, effectivement, tout cela, quand tout ça est précis, c'est impeccable. Alors, apprendre avec les autres, je viens d'en parler. Simplement, je mets l'accent sur le partage des savoirs, la co-création dans un cadre structurant avec des connaissances. C'est pas ma créativité dans n'importe quel sens en électron libre. Et puis, interagir et surtout prendre des initiatives ensemble. Troisième besoin, être accompagné dans leur parcours singulier, apprendre à se connaître, le développement de soi. Ici, à l'ICAM, c'est l'humain et son développement qu'on retient. On retient aussi une expression, là, l'art et la manière de faire monde aussi, chez vous. Donc là, effectivement, aux différentes étapes de l'apprentissage, vous avez aussi besoin d'être accompagné pour reconnaître vos points d'appui, vos compétences et vos besoins aux différentes étapes.
Le cap, les projets, ce vers quoi vous allez, vous avez besoin que ce soit clair aussi, lisible, et la définition des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et tout cela, ça permet de développer votre confiance en vous, ou vos différentes formes de confiance en vous aussi, votre estime de vous-même, avec à la clé le sens de la vie, des apprentissages. Et là, si évidemment tout cela est posé, eh bien, on entre plus facilement dans les apprentissages. Et il y a bien la dynamique de l'orientation, quand on est bien orienté, bien à sa place, et de la réorientation, puisqu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se réorientent aujourd'hui dans l'Hexagone et au-delà des mers d'ailleurs. Besoin d'être reconnu dans ce qu'ils vivent réellement, donc une place pour la parole individuelle et aussi pour la régulation collective par rapport à un climat scolaire, hein, être perçu au-delà de leurs attitudes écran, c'est-à-dire quand il y a une attitude qui finalement cache derrière autre chose. Hein, si un étudiant me dit Madame, ce prof ne me calcule pas, je veux dire, mais encore, qu'est-ce que c'est que cette phrase-là, hein, surtout dite par un étudiant, a priori, là, qu'est-ce que c'est que ce verbe calculer qui serait l'équivalent du verbe aimer? Enfin, il s'agit de voir derrière qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que la dernière évaluation était vraiment catastrophique? Est-ce que cet étudiant n'ose pas aller voir l'enseignant? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc aussi, exercer leur maturité réflexive. On reconnaît à la génération Z une maturité là-dessus. Les ateliers philo ne désemplissent pas au lycée et aussi dans l'enseignement supérieur quand il y en a, c'est-à-dire la réflexion vraiment sur le sens de la vie, l'existence, à quoi ça sert, la transcendance, ne serait-ce que l'IA, comment prendre de l'ascendant sur l'IA, comment demeurer évidemment humain et se sentir respecté en tant que personne. Et là, on aborde le harcèlement, par exemple, hein. C'est-à-dire qu'une situation de harcèlement ne dure pas plus d'un quart d'heure, que tout le monde se sente co-responsable en disant « là, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, à partir de là, il y a un dernier point qui est s'alléger pour s'apaiser. Les apprentissages sont souvent encombrés hein, de problèmes familiaux, de vie sur les réseaux sociaux, donc papillonnage, vie sociale envahissante. Et là, effectivement, les apprentissages, on y a moins accès. Et cela signifie que nous tous, en tant effectivement qu'accompagnants, professeurs, parents, eh bien, il s'agit de sécuriser, de valoriser et de guider cette génération-là. C'est ça dont elle a le plus besoin. Et puis, non pas diviser pour régner ni laisser faire pour plaire, évidemment, mais entraîner pour fédérer. Parfois, ce serait facile de laisser faire pour plaire, hein, des étudiants qui insistent auprès d'enseignants pour avoir une nouvelle échéance pour le rendu d'un travail. Bon, l'enseignant, s'il a choisi cette date-là, il a choisi cette date-là. Ou alors, il y a une négociation parce que lui, effectivement, c'est possible pour lui. Mais ça, c'est entre les enseignants et les étudiants. Donc, entraîner pour fédérer avec l'articulation entre autorité et bienveillance. Avoir de l'autorité, c'est exprimer de vrais oui et de vrais non, les deux. Et l'origine latine, c'est augere, qui augmente. Donc, quand quelqu'un a de l'autorité, quand quelqu'un s'adresse à lui, il se sent augmenté et non pas réduit à 20% de sa personne. En revanche, celui qui prend le pouvoir, qui est autoritariste, quand on échange avec lui, on se sent plus petit. Et ça ne va pas. Dès qu'on ressent ça, là, il y a quelque chose à équilibrer. Et la bienveillance, ça n'est pas la bienveillance sirupeuse où tout le monde devrait être heureux dans le monde idéal, parce que cette conception-là, elle a fait son temps. C'est vouloir du bien pour autrui, en latin benevolens, vouloir le bien de l'autre, ne pas chercher à effectivement lui porter atteinte, pardon, là je me suis trompée, lui porter atteinte ou autre chose. Et je termine. Donc, pour une autorité qui émancipe en accompagnement de cette génération, ni toute puissance, ni impuissance, et pour résumer, ni paillasson, ni hérisson. Ni hérisson, ni paillasson. Et vous-même, étudiants, je vous propose cela dans vos relations avec les autres. Hein. S'affirmer, c'est ne pas effectivement être forcément hérisson, et on ne s'écrase jamais.
on ne s'efface jamais puisque chacun d'entre vous existe avec ses compétences, tout ce qu'il a à apporter au monde puisqu'il est né. Je vous remercie de la qualité de votre intention, un peu dépassement du temps. Merci beaucoup, applaudissements. Alors, comme on a coutumé